Lors d'un dîner de famille, ma sœur a ri et a dit « Tu es une ratée sans ambition, c'est embarrassant ». Je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, j'ai claqué sur la table un classeur rouge rempli de relevés bancaires. Je l'ai ouvert à la première page et j'ai demandé « Alors pourquoi est-ce que je paie tes factures ?» Ma sœur m'a humilié lors d'un dîner de famille, me traitant de raté devant son petit ami riche, alors que je finançais entièrement son style de vie. Le cœur brisé, j'ai silencieusement coupé son accès à mon compte bancaire cette nuit-là. Lorsque le paiement du loyer a été rejeté, sa réalité s'est effondrée. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la voir jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. L'épuisement était un poids physique, une lourde couverture de laine mouillée drapée sur mes épaules que je ne parvenais pas à secouer, peu importe combien de fois je roulais mon cou ou étirais mon dos. Mes pieds me lançaient, une douleur sourde et rythmique qui pulsait au même rythme que mon cœur, un rappel constant du double service que je venais de faire au bistrot. Je sentais le café rassis et le désinfectant, une odeur qui s'était infiltrée dans mes pores au cours des 4 dernières années, me marquant comme « la bonne ». Même lorsque je n'étais pas en uniforme, je vérifiais mon reflet dans le rétroviseur de ma berline déglinguée. Mes yeux étaient cernés de rouge, des cernes sombres creusées profondément sous eux comme des ecchymoses. Je paraissais 10 ans de plus que mes 32 ans. J'ai rapidement appliqué une couche d'anti-cerne, essayant de masquer la fatigue, essayant de paraître présentable pour Camille. Ce soir était important. C'était toujours important quand il s'agissait de Camille. Elle venait de terminer son premier semestre de master avec les meilleures notes, un dîner de célébration. J'avais transféré l'argent pour l'addition sur son compte plus tôt ce matin-là, 450 € que j'avais raclé grâce au pourboire et à un projet de conception de logo en freelance pour lequel j'étais resté éveillé 3 nuits d'affilée. Je fonctionnais à la caféine et à l'espoir désespéré qu'elle serait heureuse, qu'elle me sourirait avec ce sourire éclatant et léger qui faisait que toutes les heures supplémentaires en valaient la peine. Je suis entré dans le restaurant, un établissement italien haut de gamme avec un éclairage tamisé et des nappes blanches si impeccables qu'elles semblaient pouvoir vous couper. Je me suis immédiatement senti déplacé dans ma robe de grand magasin et mes chaussures raisonnables, agrippant un sac à main qui avait connu des jours meilleurs. L'hôtesse m'a jaugé de haut en bas avec un dédain poli et exercé avant de me conduire à la banquette privée au fond. Ils étaient là, mes parents, mal à l'aise dans leurs habits du dimanche, et Camille. Elle était radieuse, rayonnant de ce genre de santé et de vitalité que seul l'argent et l'absence de stress pouvaient offrir. Et à côté d'elle se trouvait Julien. J'avais rencontré Julien une fois auparavant, brièvement. Il était beau d'une manière vive et prédatrice, avec une mâchoire qui pourrait couper du verre et un costume qui coûtait plus cher que ma voiture. Il était le fils d'un magnate de l'immobilier, une relation que Camille s'était faite à l'université. Il avait son bras nonchalamment posé sur le dossier de la banquette, possédant l'espace, la possédant elle. « Flora, tu es là », dit Camille, sa voix enjouée mais manquant de chaleur. Elle ne se leva pas pour me prendre dans ses bras. Elle fit simplement un geste vague vers la place vide en face d'eux. « Joyeuse célébration, Cam », dis-je en me glissant sur la banquette. J'essayais de sourire, mais mon visage me semblait raide. « Je suis si fier de toi. »« Merci », dit-elle, tournant déjà son attention vers Julien. Julien était justement en train de raconter à maman et papa son été à Saint-Tropez. J'écoutais, hochant poliment la tête, buvant de petites gorgées d'eau pour remplir mon estomac vide. J'étais affamé, mais je ne voulais pas commander grand-chose. Même si j'avais envoyé l'argent, je savais que l'addition dépasserait probablement le montant avec le vin qu'il buvait, et j'étais terrifié à l'idée que la carte soit refusée. La conversation dériva, comme toujours ces derniers temps, vers l'ambition, vers le succès. Julien parla de mentalité et de manifestation, et du fait que la pauvreté était un état d'esprit. Mon père hochait la tête en signe d'approbation, intimidé, tandis que ma mère se contentait de sourire nerveusement. « Tout est une question de qui vous entoure », dit Julien en faisant tourner son vin rouge. Il me regarda alors, ses yeux froids et calculateurs. « Vous n'êtes pas d'accord, Flora ? Vous êtes dans le service, n'est-ce pas ? » « Je suis graphiste », corrigeai-je doucement, ma main se resserrant sur mon verre d'eau. « Mais je prends des services dans un bar pour joindre les deux bouts. » Julien eut un sourire narquois, un petit tic dédaigneux des lèvres. « Ah oui, le labeur. » Camille rit alors. Ce n'était pas un rire agréable.
C'était un son aigu et tintant qui m'agaçait les nerfs. Oh, Julien, ne fais pas attention à elle. Flora est pratiquement mariée à ce tablier. Elle adore trimer. Certaines personnes n'ont tout simplement pas la vision pour plus, tu sais? Je me figeai. Le bruit ambiant du restaurant sembla s'évanouir. Excuse-moi. Camille prit une gorgée de son vin, ses yeux se plantant dans les miens. Il y avait un défi là, une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. Je dis juste, Flo, tu as 32 ans. Tu travailles encore à l'heure. Tu es toujours fatigué, toujours à te plaindre des factures. C'est un choix à ce stade. Tu es un peu une ratée, si on est honnête. Tu n'as tout simplement pas la motivation pour être à notre niveau. Le silence se fit à table. Ma mère eut un petit hoquet de surprise, portant une main à sa bouche. Mon père baissa les yeux sur son assiette. Une ratée, répétai-je, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. C'est vrai, dit Camille en haussant les épaules, se penchant vers Julien, qui avait l'air amusé. Je veux dire, regarde-toi. On dirait que tu sors d'une benne à ordures. C'est embarrassant d'être vu avec toi. Julien me présente à des gens importants, Flora. Je ne peux pas te laisser me tirer vers le bas avec ta médiocrité. Mon cœur martelait contre mes côtes, un rythme douloureux et frénétique. Je regardais ma sœur, la fille que j'avais portée sur mon dos pendant 6 ans, la fille dont je payais le loyer, les frais de scolarité, la robe de créateur qu'elle portait en ce moment même et que j'avais payée. La trahison me frappa plus durement que l'épuisement. Ce n'était pas juste une insulte, c'était une gomme. Elle avait effacé chaque sacrifice, chaque double service, chaque repas sauté que j'avais enduré pour la mettre sur cette chaise. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. C'était un diagnostic terminal pour notre relation, prononcé entre 2 gorgées de merlot millésimé. Le silence qui suivit sa déclaration était assourdissant. Il s'étira, épais et suffocant, remplissant l'espace entre nous. J'attendis que mes parents prennent la parole. J'attendis que mon père frappe du poing sur la table et lui dise de s'excuser. J'attendis que ma mère rappelle à Camille que la seule raison pour laquelle elle était assise là, sans dette et drapée de soie, c'était grâce à moi. Mais ils ne le firent pas. Mon père se racla la gorge maladroitement et but une gorgée d'eau. Ma mère tendit la main et toucha doucement le bras de Camille, mais elle ne la gronda pas. Elle dit juste, « Oh, Camille, ne sois pas si dure. » Dur. Pas faux, pas cruel, juste dur. Je sentis un froid se répandre dans ma poitrine, partant de mon cœur et irradiant vers l'extérieur jusqu'à ce que le bout de mes doigts soit engourdi. C'était une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si le brouillard émotionnel du devoir familial s'était instantly évaporé, laissant derrière lui un paysage de réalité austère et déchiquetée. Je vois, dis-je. Ma voix était étonnamment stable, basse et calme. Elle ne ressemblait pas à ma voix. Elle ressemblait à celle d'une étrangère. Donc, je suis une ratée, et je te fais honte? Ne sois pas dramatique, Flora, soupira Camille en levant les yeux au ciel. Elle prit un morceau de calamar. J'essaie juste de t'aider. Julien dit qu'il faut se débarrasser du poids mort pour pouvoir voler. Peut-être que si tu réalisais à quel point ta situation est pathétique, tu ferais vraiment quelque chose. Arrête de jouer la victime. La victime, fis-je écho. Je regardais Julien. Il me regardait avec une satisfaction suffisante, comme s'il regardait un insecte se faire écraser sous une botte. Il appréciait cela. Il aimait l'isoler, la retourner contre ses racines. Il lui chuchota quelque chose à l'oreille, et elle gloussa, un son qui me tordit l'estomac. Je ne me sens pas bien, dis-je en reculant ma chaise. Les pieds raclèrent bruyamment le sol, attirant les regards des tables voisines. Je vais rentrer à la maison. Fuis, alors, dit Camille, sans même lever les yeux. Assure-toi juste de transférer l'argent du loyer pour le mois prochain avant de t'endormir. Je dois acheter des livres demain. L'audace était à couper le souffle. C'était un coup physique. Elle venait de me traiter de raté, de poids mort, et dans la même phrase, exiger mon argent. Je me levai, les jambes légèrement tremblantes. Bonne nuit, maman, papa. Ils ne voulurent pas croiser mon regard. Rentre prudemment, ma chérie, murmura ma mère, terrifiée à l'idée de provoquer une scène. Je sortis du restaurant.
Je ne me retournai pas. Je marchais dans l'air frais de la nuit jusqu'à ma berline rouillée, celle avec le voyant moteur allumé depuis 6 mois parce que je ne pouvais pas me permettre le mécanicien. Je m'assis sur le siège conducteur et serrai le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je ne pleurais pas. Je pensais que je le ferais, mais les larmes ne vinrent pas. À la place, une rage brûlante et blanche s'enflamma dans mes entrailles. Elle se mêla à l'épuisement, créant un cocktail d'adrénaline puissant et dangereux. Je rentrai chez moi en silence, pas de radio, pas de podcast, juste le son des pneus sur la chaussée et la rediffusion de sa voix dans ma tête. Tu es un peu une ratée. On dirait que tu sors d'une benne à ordures. Quand j'arrivai dans mon petit studio, celui avec le robinet qui fuit et la fenêtre qui laisse passer les courants d'air, je m'assis sur le bord de mon lit. Je sortis mon téléphone. J'ouvris mon application bancaire. Il était là, le compte joint. L'avenir de Camille, je l'avais nommé. Je fis défiler l'historique des transactions, 2200 €, agence immobilière de luxe, 320 €, librairie universitaire, 1100 €, versement des frais de scolarité, 140 €, Sephora, 75 €, bistrot à sushi. Je regardais mon propre compte courant, 380 €. J'avais vécu de nouilles instantanées et de toast pendant 3 semaines pour qu'elle puisse manger des sushis. J'avais porté des chaussures trouées pour qu'elle puisse acheter du maquillage. J'avais travaillé 60 heures par semaine, me ruinant le dos et les yeux, pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études sans le fardeau d'un travail. Mon téléphone vibra. Un texto de Camille: Flo, ne sois pas fâché. Tu sais que je suis juste stressé. Sérieusement, n'oublie pas le transfert. Julien et moi regardons pour un week-end à Bordeaux et j'ai besoin d'argent. Je fixai l'écran. Elle ne s'excusait même pas. Elle en rajoutait. Elle croyait vraiment avoir droit à ma sève vitale. Elle pensait que j'étais une ressource, un robinet qu'elle pouvait ouvrir et fermer. Elle pensait que j'étais trop faible, trop désespéré de son amour pour jamais dire non. Je regardais le bouton de virement. Elle se croyait intouchable parce qu'elle avait Julien et sa mentalité. Elle se croyait meilleure que moi parce qu'elle était assise dans une salle de classe pendant que je me tenais derrière un bar. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'étais pas seulement la banque, j'étais la signataire. Pour comprendre pourquoi cette nuit-là m'a brisé, il faut comprendre ce à quoi j'ai renoncé. Il y a 6 ans, nos parents ont tout perdu dans la crise des subprimes, la retraite de papa, la maison, les économies, tout avait disparu. Camille avait 18 ans, les yeux brillants, et était acceptée dans l'université de ses rêves. J'avais 26 ans, et je commençais à peine à prendre mon envol dans ma carrière de designer. J'ai vu la peur dans ses yeux quand papa lui a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour l'université. J'ai vu son avenir s'effondrer. Alors, j'ai pris les choses en main. J'ai fait une promesse. Je m'occupe de toi, lui dis-je. Tu vas à l'école. Je gérerai le reste. Je n'ai pas seulement géré, je me suis enterré pour ça. J'ai pris un deuxième emploi de serveuse dans un bar sportif très fréquenté. Je travaillais le jour à l'agence et le soir au bar. J'ai manqué le mariage de ma meilleure amie parce que je ne pouvais pas me permettre de prendre des congés. Je ne suis sorti avec personne parce que je n'avais ni le temps ni l'argent pour des rendez-vous. J'ai vécu dans un appartement de la taille d'une boîte à chaussures dans un mauvais quartier pour pouvoir payer son bel appartement sûr et sécurisé près du campus. Je l'ai fait parce que je l'aimais. Je l'ai fait parce que je voulais qu'elle ait la vie que je ne pouvais pas avoir. J'étais sa sœur, sa protectrice, son filet de sécurité. Et pendant longtemps, elle a été reconnaissante, ou du moins elle a fait semblant de l'être. Puis est arrivé Julien. Julien est apparu il y a 3 mois. Il était consultant en capital risque, ou c'est ce qu'il prétendait. Il avait 28 ans, conduisait une Porsche en leasing, et ne parlait qu'en termes à la mode. Il venait d'une famille riche, ou du moins sa famille l'était, et il considérait quiconque travaillait réellement pour gagner sa vie comme un échec d'imagination. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a demandé combien je gagnais par an. Quand j'ai esquivé, il a ri et a dit « C'est mignon. C'est mon argent de poche mensuel. » J'ai vu la façon dont il regardait Camille, comme si elle était un accessoire. Et j'ai vu la façon dont il me regardait, comme si j'étais la bonne. Mais le pire, c'était de voir Camille se transformer en lui. Elle a commencé à critiquer mes vêtements. Elle a commencé à se moquer de la petite maison de location de nos parents.
Elle a commencé à utiliser des mots comme « équité » et « levier » sans savoir ce qu'ils signifiaient. Julien était l'architecte de cette nouvelle Camille. C'est lui qui lui chuchotait à l'oreille qu'elle méritait le meilleur, qu'elle était spéciale, que les gens autour d'elle la tiraient vers le bas. Il l'isolait, nourrissant son ego tout en la détachant de la réalité. C'était un prédateur en costume sur mesure. Il ne l'aimait pas. Il aimait avoir une jolie fille suspendue à ses lèvres. Et il aimait particulièrement le fait qu'elle ait de l'argent à dépenser et de l'argent qui, supposait-il, provenait de la fortune familiale, sans se rendre compte qu'il venait de la sueur et des larmes de sa sœur. Il l'influençait pour qu'elle me déteste, probablement parce qu'il sentait que j'étais la seule à voir clair en lui. J'ai vu la façon dont ses yeux s'attardaient sur l'addition quand elle arrivait, attendant que quelqu'un d'autre la prenne. J'ai vu les réponses vagues qu'il donnait quand on l'interrogeait sur son véritable travail. C'était un imposteur, et il avait transformé ma sœur en monstre. J'étais assise sur mon lit, l'écran du téléphone s'assombrissant dans ma main. J'ai pensé au texto « besoin d'argent pour Bordeaux ». J'ai pensé à la nuit où je me suis évanoui au bar à cause de la déshydratation parce que je n'avais pas arrêté de courir pendant 8 heures. J'ai pensé à la fois où j'ai dû vendre le médaillon de ma grand-mère pour couvrir les frais de son BDE parce qu'elle pleurait d'être exclue. J'ai regardé à nouveau l'application bancaire. Je n'étais plus seulement une sœur, j'étais une créancière, et ma cliente venait de faire défaut sur le prêt de toute une vie. Je n'ai pas répondu au texto. Je n'ai pas appelé mes parents pour pleurer. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté au portail principal de la banque. J'ai navigué jusqu'à la section « Virement programmé ». Loyer mensuel, 2200 €, actif. Paiement automatique des frais de scolarité, 1100 €, actif. Argent de poche hebdomadaire, 275 €, actif. Mon doigt plana au-dessus du pavé tactile. Julien voulait parler de se débarrasser du poids mort. Il voulait parler de mentalité. Très bien. Voyons comment sa mentalité gère un avis d'expulsion. J'ai cliqué sur « Annuler », puis « Confirmer ». Ensuite, je suis allé dans les paramètres d'accès au compte. Utilisateur autorisé, Camille. J'ai cliqué sur « Supprimer ». L'écran s'est actualisé, traitement en cours, succès. L'utilisateur Camille a été supprimé. J'ai fermé l'ordinateur portable. Pour la première fois en 6 ans, je me suis allongé sur mes oreillers sans me soucier du prochain service. Je ne me suis pas soucié des heures supplémentaires. J'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin du dîner, je me suis réveillé avec un son que je n'avais pas entendu depuis des années, le silence. Habituellement, mes matinées étaient une course effrénée contre la montre, vérifier mes courriels pour des modifications de freelance, coordonner l'emploi du temps de Camille, m'assurer que mes tâches professionnelles principales étaient en attente, et me préparer mentalement pour le service de nuit. Mais aujourd'hui, le silence était lourd, porteur de la tempête que je savais imminente. Je suis resté au lit pendant 20 minutes, à fixer la tache d'humidité sur mon plafond, en traçant son contour. Elle ressemblait à un nuage, ou peut-être à une enclume. J'ai fait du café. Je l'ai bu lentement. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Quand je l'ai finalement allumé vers 10 heures du matin, les notifications ont déferlé comme une avalanche numérique, appel manqué de Camille, texto de Camille, quelques textos confus de ma mère me demandant si j'allais bien. Je les ai tous ignorés. À la place, je me suis concentré sur la seule notification qui comptait, un courriel automatique de la banque. Échec du virement programmé. Autorisation insuffisante. Une sombre satisfaction s'installa dans ma poitrine. Ça avait commencé. Je suis allé à mon bureau, un petit coin exigu de mon studio où je faisais mon travail de freelance, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps d'évaluer le champ de bataille. Je n'étais plus seulement une sœur, j'étais une stratège démantelant une organisation parasite. D'abord, l'appartement. J'ai appelé Monsieur Durand, le propriétaire du complexe de luxe où vivait Camille. C'était un homme plus âgé et charmant qui m'avait toujours apprécié parce que je payais le loyer 3 jours en avance, chaque mois, depuis 3 ans. Flora, répondit-il à la deuxième sonnerie, sa voix joyeuse. J'allais justement vous appeler. Il semble y avoir un problème avec le paiement automatique pour l'unité 4B. Il a été rejeté ce matin. Ce n'était pas un problème, Monsieur Durand, dis-je, ma voix stable,
bien que mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai annulé le paiement. Il y eut une pause. Oh, est-ce que tout va bien? Je ne finance plus la locataire de l'unité 4B, dis-je formellement. En tant que titulaire du bail, je vous donne mon préavis. Je vais résilier le bail à la fin de ce cycle de facturation. Je suis prête à payer les frais de pénalité pour rupture de contrat anticipé. Flora, il semblait inquiet, vous savez que cela signifie que Camille devra quitter les lieux dans 30 jours. Le sait-elle? Elle le saura bientôt, dis-je. Monsieur Durand, si elle essaie de vous contacter, veuillez la diriger vers moi. N'acceptez aucun paiement partiel de sa part. Le bail est à mon nom, et je le résilie. Je comprends, dit-il, son ton passant à une neutralité professionnelle. Je vais préparer les papiers. Vous êtes une fille bien, Flora. J'espère que vous allez bien. Je vais mieux que je n'ai été depuis longtemps, répondis-je. Je raccrochai. Étape 1, terminée. Le toit au-dessus de sa tête était maintenant un compte à rebours. Ensuite, le consultant. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur, Julien, l'homme qui se moquait de mon labeur, l'homme qui prétendait être un titan du capital risque. Je connaissais son prénom et la région générale d'où sa famille était censée venir, une enclave de richesse près de Paris, Neuilly-sur-Seine. Je savais qu'il prétendait être un investisseur. J'ai commencé à creuser. J'ai utilisé les outils de mon métier, opérateur de recherche avancé, base de données de documents publics et archives des médias sociaux. En tant que graphiste, je devais souvent faire des recherches sur les clients pour m'assurer de leur légitimité avant d'accepter de gros contrats. Je savais comment trouver les empreintes numériques que les gens pensaient avoir effacées. J'ai cherché Julien Vin. Je me suis souvenu de son nom de famille grâce à la réservation au restaurant. LinkedIn, Julien Vin, visionnaire, investisseur providentiel, passionné de blockchain. C'était un profil rempli de termes à la mode mais dépourvu de substance, aucune entreprise spécifique n'était mentionnée, juste, travailleur indépendant, et, consultant. J'ai creusé plus profondément. J'ai vérifié la base de données des licences commerciales de l'État. Aucune société à responsabilité limitée enregistrée sous son nom. Aucune société. J'ai vérifié les archives judiciaires du comté où il prétendait vivre. Rien. Puis j'ai élargi la recherche à sa supposée ville natale, Le Mans. Et là, c'était une petite et vilaine piste de miettes de pain, une contravention pour excès de vitesse datant de 3 ans. Mais le véhicule indiqué n'était pas une Porsche, c'était une Renault Clio de 2012. L'adresse indiquée n'était pas un manoir, c'était un appartement dans un complexe de style jardin près d'un IUT. J'ai continué à creuser. J'ai trouvé un ancien profil Facebook qu'il avait abandonné sous le nom de Jules Vin. Les photos étaient révélatrices, pas de Côte d'Azur, pas de jet privé, juste des photos de lui à des soirées étudiantes, travaillant dans une agence de location de voitures et repartageant des vidéos de séminaires pour devenir riche rapidement. Puis j'ai trouvé la preuve irréfutable, un message sur un forum d'un site de surveillance des faux gourous. Un utilisateur avait posté un avertissement il y a 6 mois, attention à un gars nommé Julien en ville. Il prétend venir d'une famille riche. Il essaie de convaincre les filles de contracter des prêts pour ses opportunités d'investissement. C'est un escroc. Son père n'est pas un magnate, il gère une quincaillerie au Mans. Je me suis adossé à ma chaise, la lueur de l'écran illuminant mon visage. Il n'était pas riche, il était fauché. Il projetait une image de richesse pour s'attaquer à des filles ambitieuses et peu sûres d'elles comme Camille. Il vivait probablement d'elle ou plutôt, de moi tout en prétendant être son bienfaiteur. Il m'a traité de raté. Il m'a traité de poids mort. J'ai pris une capture d'écran, puis une autre. J'ai créé un dossier sur mon bureau nommé « La remise à zéro ». Je n'allais pas seulement leur couper les vivres, j'allais les démasquer. L'explosion s'est produite à 14h15. J'étais au bistrot en train de préparer le bar pour le début du service du dîner. Je coupais des citrons verts, l'odeur piquante d'agrumes remplissant l'air, quand mon téléphone, que j'avais laissé sur le comptoir, s'est allumé. Camille appelait. Il a sonné, sonné et sonné. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. 2 secondes plus tard, Camille appelait. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai décroché. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant. Je devais être le rocher contre lequel la vague se briserait. Allô, Flora.
Sa voix était un hurlement, si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle semblait hystérique, à bout de souffle. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ma carte a été refusée. Je suis à l'Apple Store. J'essaie d'acheter le nouvel iPad pour les cours et le gars a dit fonds insuffisant devant tout le monde. Je sais, dis-je calmement. J'ai annulé le virement. Tu quoi? Sa voix baissa d'une octave, tremblant de choc. Comment ça, tu l'as annulé? Règle ça. Règle ça tout de suite. Il y a une file derrière moi. Flora, tu me mets dans l'embarras. Je te mets dans l'embarras, répétai-je, ma voix basse et dangereuse. Étrange. Hier soir, tu as dit que c'était moi l'embarras. Tu as dit que j'étais une ratée. Tu as dit que je devais réaliser à quel point ma situation était pathétique. Oh mon Dieu! Tu fais ça sérieusement, maintenant, cria-t-elle. Tu es aussi mesquine pour une blague? J'étais saoul. Julien ne faisait que s'amuser. Tu ne peux pas juste me couper l'argent parce que tes sentiments sont blessés. Ce n'est pas ton argent, Camille, dis-je en articulant chaque mot. C'est mon argent. L'argent que je gagne en nettoyant des tables et en concevant des logos jusqu'à 3 heures du matin. Et tu as raison. J'ai réalisé à quel point ma situation était pathétique. Ma situation, c'était de payer pour une sœur qui me méprise. Flora, arrête ça. Transfère l'argent. Julien m'attend. Laisse Julien le payer, dis-je. C'est le millionnaire, non? C'est lui qui a la vision. Sûrement que 900 € pour un iPad, c'est de l'argent de poche pour un vin. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un silence épais et paniqué. Il a laissé son portefeuille dans la voiture, balbutia Camille. Bien sûr qu'il l'a fait, ris-je, d'un rire sec et sans humour. Camille, écoute-moi attentivement. Le compte est fermé. La carte de crédit est annulée, et j'ai parlé à Monsieur Durand ce matin. Je résilie le bail de l'appartement. Tu ne peux pas faire ça, gémit-elle. C'est ma maison. Où suis-je censé aller? Tu as 30 jours. Je te suggère de demander à Julien. Ou peut-être que tu peux manifester un nouvel appartement. Il y eut un bruit de bousculade, puis une voix plus grave et en colère se fit entendre. Écoute-moi bien, Flora. C'était Julien. L'accent lisse et cultivé avait disparu, remplacé par un ton plus rude et agressif. Tu te crois maligne, mais tu fais une grosse erreur. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Les avocats de ma famille vont s'en donner à cœur joie avec toi. C'est de l'abus financier. De l'abus financier? Je m'appuyai contre le bar, faisant tourner un couteau d'office sur la planche à découper. Couper les vivres à une adulte de 24 ans de mon compte bancaire personnel. Vas-y, Julien. Appelle les avocats de ta famille. Comment s'appelle le cabinet? Est-il imaginaire, comme ton fonds en fiducie? Pardon? Il semblait décontenancé. Je sais qui tu es, Julien, mentis-je. Enfin, à moitié. J'en savais assez pour bluffer. Je connais la quincaillerie au Mans. Je connais l'agence de location de voitures. Je sais que tu n'es pas un investisseur. Tu es folle, cracha-t-il, mais sa voix se brisa. Tu es une vieille fille jalouse et amère qui ne supporte pas de voir sa sœur réussir. Et tu es un escroc qui conduit une voiture en leasing que tu peux probablement à peine te permettre, rétorquai-je. Voici le retour à la réalité. Le robinet est à sec. La banque de Flora est fermée définitivement. Si tu l'aimes vraiment, tu la soutiens. Mais nous savons tous les deux que tu ne le feras pas, parce que tu es fauché. Tu le regretteras, menaça-t-il. Je vais te ruiner. On ne peut pas ruiner quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, dis-je. Remets ma sœur au téléphone. Elle ne veut pas te parler, ricana-t-il. On en a fini avec toi. La ligne se coupa. Je fixai le téléphone. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. Je l'avais fait. J'avais coupé le membre pour sauver le corps. Je levai les yeux et vis mon directeur, David, qui me regardait avec inquiétude. Tout va bien, Flo? Oui, David, dis-je en rangeant mon téléphone. Je viens de quitter mon 3e emploi. Je savais que le silence ne durerait pas.
Julien et Camille n'allaient pas simplement s'en aller. Ils allaient se démener pour reprendre le contrôle du récit. Ils avaient besoin d'un méchant pour expliquer leur soudaine débâcle financière, et j'étais la candidate parfaite. 2 jours plus tard, les singes volants sont arrivés. Ma mère m'a appelé en plein milieu d'une réunion avec un client, puis mon père, puis ma tante. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale jusqu'à ce que je sois chez moi, assise dans le sanctuaire de mon studio, armée d'un verre de vin et de mon ordinateur portable. J'ai rappelé ma mère. Flora Dubois, elle pleurait. Je pouvais entendre sa respiration saccadée. Comment as-tu pu être si cruel? Camille est bouleversée. Elle dit que tu lui as coupé les vivres parce que tu étais jalouse que Julien la drague. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Quoi? Elle est restée ici des heures aujourd'hui, sanglota maman. Elle a dit que tu volais sur le compte destiné à ses frais de scolarité. Elle a dit que tu l'as menacé de la mettre à la rue parce que tu voulais Julien et qu'il t'a repoussé. Flora, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas volé l'argent de ses études. La brillance du mensonge était écœurante. Ils avaient pris la vérité que je contrôlais l'argent et l'avaient transformé en détournement de fonds. Ils savaient que mes parents ne comprenaient pas comment les comptes étaient configurés. Ils savaient que mes parents étaient tendres, facilement manipulables par les larmes. Et Camille était une actrice hors pair. Maman, dis-je, la voix dure. Arrête de pleurer et écoute. Qui a mis l'argent sur ce compte? Eh bien, nous pensions que tu gérais le fonds d'héritage. Il n'y a pas de fonds d'héritage, maman, criai-je, perdant mon sang-froid pour la première fois. La retraite de papa a disparu. L'argent sur ce compte, c'était mon salaire. Chaque euro qu'elle a dépensé en sushis, en vêtements, dans cet appartement, c'était de l'argent que j'ai gagné en servant des tables. Mais Julien a dit, Julien est un menteur, la coupai-je. Maman, Camille te ment pour cacher le fait qu'elle m'a saigné à blanc. Est-ce qu'elle t'a demandé de l'argent? Ma mère se tut. Elle a besoin d'une caution pour un nouvel endroit. Elle a dit qu'elle n'est pas en sécurité parce que tu as donné ses clés à des inconnus. J'ai donné mon préavis au propriétaire. Je me frottais les tempes. Elle t'a demandé de l'argent, n'est-ce pas? Combien? Ton père lui a donné 4 600 €, murmura maman. C'était nos économies d'urgence. Je fermais les yeux. La rage qui m'envahit était froide, absolue et terrifiante. Julien avait pivoté. Quand j'ai coupé l'approvisionnement, il n'est pas parti. Il est juste passé à l'autre suivant disponible. Il drainait maintenant mes parents vieillissants. Il prenait leur filet de sécurité, leur fonds d'urgence médicale, pour maintenir sa façade. Maman, dis-je, d'une voix calme à faire peur. Ne lui donne plus un centime. Tu m'entends? Mais c'est ta sœur, je viens dimanche pour le barbecue, dis-je. Et je vais tout vous montrer. Dis à Camille d'être là. Dis à Julien d'être là. Dis-leur que je veux m'excuser. Oh, bien, maman parut soulagée, ne saisissant absolument pas le ton de ma voix. Oui, nous devons guérir cette famille. Je savais que tu ferais ce qu'il faut. Je vais faire ce qu'il faut, promis-je. Je raccrochai. J'avais 3 jours jusqu'à dimanche. Je devais monter un dossier si solide que même mes parents, dans leur déni, ne pourraient l'ignorer. Je devais détruire complètement Julien. Je suis retourné à mon dossier de reçu. Il ne suffisait pas de savoir qu'il était un imposteur. Je devais prouver qu'il était dangereux. J'ai payé pour un service de vérification d'antécédents, le genre coûteux utilisé par les détectives privés. J'ai refait une recherche sur Julien 20, mais cette fois j'ai utilisé l'adresse que j'avais trouvée sur la contravention. Les résultats sont apparus. Julien 20, alias Julien Vance. Jugement civil, 3 prêts en défaut, 40 000 €. Ordonnance restrictive déposée en 2022, rejetée. Il avait changé une lettre de son nom de famille, juste assez pour obscurcir les résultats de recherche pour un utilisateur de Google occasionnel, mais pas assez pour se cacher d'une recherche approfondie. J'ai trouvé les procès. L'un provenait d'une coopérative de crédit. 2 provenaient de particuliers et des femmes, tribunal des petites créances, prêts personnels impayés. J'ai réussi à trouver l'une des femmes sur Instagram. J'ai envoyé un message privé. Salut, je pense que j'ai affaire à Julien Vance.
Il sort avec ma sœur. Est-ce qu'il t'a dit qu'il était un investisseur? Elle a répondu en moins d'une heure. Fuis. Il m'a convaincu de contracter un prêt personnel pour une start-up de crypto et a disparu. C'est une sangsue. J'ai pris des captures d'écran. Puis j'ai téléchargé chaque relevé bancaire des 4 dernières années. J'ai surligné chaque virement de mon compte personnel au compte joint. J'ai surligné chaque achat que Camille a fait. Gucci, Prada, le Ritz. J'ai tout imprimé. Je suis allé chez Bureau Vallée. J'ai acheté un classeur, un rouge. J'ai organisé les sections, la source des fonds, mes fiches de paie correspondant aux virements pour elle, les dépenses, ces dépenses de luxe par rapport à mes factures d'épicerie, le dossier Julien, les archives judiciaires, les contraventions, le message privé de son ex-victime, les messages de forum le dénonçant, et le bail, le document montrant que j'étais la seule garante financière. J'ai placé le classeur dans mon sac. Il pesait environ 1,5 kg. Il ressemblait à une arme. Il voulait me dépeindre comme la sœur jalouse et mesquine. Il voulait prendre le dernier sou de mes parents. J'étais sur le point de transformer leur barbecue familial en funérailles pour leurs mensonges. Le barbecue familial était une tradition annuelle qui se tenait dans le jardin de ma tante, une vaste pelouse qui avait accueilli chaque anniversaire et remise de diplômes des 20 dernières années. Aujourd'hui, l'air sentait le charbon de bois et les marinades sucrées, une odeur nostalgique qui m'apportait habituellement du réconfort. Aujourd'hui, elle sentait le champ de bataille. Je suis arrivé en retard. Je voulais que tout le monde soit là. Je voulais que le public soit assis. Quand j'ai franchi le portail latéral, les conversations se sont tues. Ma tante, mon oncle, 2 cousins, mes parents, Camille et Julien étaient tous assis autour de la table du patio. Ils m'ont regardé avec des expressions variées. Mes parents semblaient pleins d'espoir. Ma tante avait l'air de me juger. Et Camille et Julien semblaient suffisants. Camille portait une nouvelle robe. J'ai reconnu la marque. Elle coûtait au moins 300 €, payée, sans aucun doute, par le fonds d'urgence de mon père. Flora, mon père se leva, s'essuyant les mains sur une serviette. Content que tu sois là. Viens prendre une assiette. Je n'ai pas faim, papa, dis-je en me dirigeant vers le bout de la table. Je ne me suis pas assise. J'ai posé le classeur rouge sur la table en verre avec un bruit sourd. Nous parlions justement de la façon dont tu allais t'excuser, dit Camille en sirotant son thé glacé. Elle regarda Julien, qui lui fit un signe de tête encourageant. Sur le fait que tu as été confuse. Je suis confuse sur une chose, dis-je, ma voix se projetant clairement à travers le jardin. Je suis confuse quant à la raison pour laquelle Julien Vance est assis à cette table en train de manger la nourriture de mon père alors qu'il doit 40 000 € à 3 créanciers différents. Le silence qui tomba fut instantané et absolu. Julien se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Pardon? Julien Vance, répétai-je. Pavin. Tu as changé ton nom sur les médias sociaux, mais tu as oublié de le changer sur tes jugements de cour civile. J'ouvris le classeur. Je ne le tendis pas à mes parents, je l'ouvris à la page avec les documents du tribunal et je le tins en l'air. 3 jugements, lus-je à haute voix. Un d'une compagnie de cartes de crédit. 2 de femmes avec qui tu es sorti. Prêts personnels impayés. C'est ça ta stratégie d'investissement, Julien? Sortir avec des femmes et voler leur crédit? C'est ridicule, se leva Julien, le visage rouge de colère. Ce sont des faux. Pour qui te prends-tu? Assieds-toi, claquai-je. C'était la première fois que j'élevais la voix lors d'une réunion de famille. L'autorité dans mon ton le choqua et le fit marquer une pause momentanée. Je me tournai vers mes parents. Maman, papa, vous pensez que j'ai volé l'argent de Camille? Regardez ça. Je tournai à la première section. Source des fonds. Voici ma fiche de paie du bistrot. Date, 12 mars. Montant, 1200 €. Voici le dépôt sur le compte de Camille. Date, 13 mars. Montant, 1200 €. Je tournai la page. Avril. Mai. Juin. Chaque mois pendant 4 ans. Regardez les noms sur les virements. Flora. 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 Ma mère se leva, les mains tremblantes en regardant les pages.
Elle vit les chiffres. Elle vit la vérité en noir et blanc. Maintenant, regardons ce qu'elle en a fait, continuai-je en tournant à la section des dépenses. Pendant que je mangeais des nouilles instantanées, Camille a dépensé 300 € chez Sephora. Pendant que je conduisais une voiture sans climatisation, elle a dépensé 400 € pour une journée au spa. Je regardais Camille. Sa suffisance avait disparu. Son visage était pâle, sa bouche légèrement ouverte. Et enfin, je tournais à la dernière page, la capture d'écran du message privé de l'ex-petite amie de Julien. Ceci vient d'une femme nommée Sarah. Elle dit que Julien l'a convaincue de contracter un prêt pour une start-up de crypto et a ensuite disparu. Ça vous dit quelque chose, maman? Est-ce que Camille vous a demandé de l'argent pour une caution? Mon père se tourna lentement pour regarder Julien. Mon père était un homme tranquille, un homme doux, mais il avait travaillé dans une usine pendant 30 ans pour construire le peu qu'il avait. Il reconnaissait l'allure d'un escroc. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda papa, la voix basse. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît » balbutia Julien en levant les mains. Flora est clairement instable mentalement. Elle a falsifié ses documents. Je suis un capital risqueur. Quel est le nom de votre firme, le défiez-je? Quel est votre numéro sirène? Quelle est votre adresse professionnelle? Parce que l'État français n'a aucune trace de vous. Julien regarda autour de la table. Il vit le doute dans les yeux de mon oncle. Il vit l'horreur dans ceux de ma mère. Il vit que la partie était terminée. Vous êtes tous fous, ricana Julien en jetant sa serviette sur la table. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai des investisseurs qui m'attendent à Paris. Il se tourna vers Camille. Viens, Cam. On s'en va. Camille resta assise, figée. Elle regarda le classeur. Elle me regarda. Puis elle regarda Julien, le regarda vraiment, peut-être pour la première fois, voyant la sueur sur son front, le bon marché de son costume, la panique dans ses yeux. Tu as dit que tu payais pour le voyage à Bordeaux, murmura-t-elle. Mais tu m'as demandé de mettre la caution sur ma carte. C'était un problème de liquidité, cria Julien. Mon Dieu, tu es stupide ou quoi? Viens. Il tendit la main pour attraper son bras. Ne la touche pas, gronda mon père. Il s'interposa entre eux, la poitrine haletante. Sors de ma propriété. Maintenant. Julien ricana, ajusta sa veste et cracha sur l'herbe. Très bien. Bonne chance avec votre fille ratée. Il sortit en trombe par le portail. Le loquet se referma derrière lui. Camille était assise seule à table. Le silence était lourd, rompu seulement par le chant des grillons. Elle paraissait petite. Elle paraissait jeune. Il a menti, murmura-t-elle en me regardant. Il a menti sur tout, dis-je en fermant le classeur. Mais toi aussi, Camille. Tu as menti à maman et papa à mon sujet. Tu m'as traité de voleuse. Elle éclata en sanglots, des sanglots laids et convulsifs qui secouaient ses épaules. Je suis désolé, gémit-elle. Je suis tellement désolé. Je voulais être quelqu'un. Il me faisait sentir spécial. Je la regardais, et je ne ressentis rien. La colère était partie, mais l'amour n'était pas encore revenu. C'était juste un espace vide là où se trouvait autrefois ma sœur. Je m'en vais, dis-je à mes parents. Je vous suggère de vérifier vos comptes en banque et de changer vos mots de passe. Et Camille, l'avis d'expulsion tient toujours. Tu as 27 jours. Les répercussions furent rapides et brutales. Mes parents, à leur crédit, s'excusèrent abondamment. Ils étaient horrifiés de voir avec quelle facilité ils s'étaient fait avoir, honteux d'avoir cru le pire de moi. Ils proposèrent de me rembourser l'argent qu'ils avaient donné à Camille, mais je refusai. Ils en avaient plus besoin que moi. Camille fut forcée de retourner vivre chez eux, dans sa chambre d'enfant. L'humiliation de perdre son appartement de luxe et son petit ami riche la brisa. Elle abandonna ses études supérieures pour un semestre, incapable de faire face à la réalité de sa situation. Elle trouva un travail, un vrai travail. Elle est réceptionniste dans un cabinet dentaire. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 3 mois. Quand nous l'avons finalement fait, c'est parce qu'elle s'est présentée à ma porte avec une enveloppe. À l'intérieur, il y avait 300 €. Ce n'est pas beaucoup,
dit-elle en regardant ses chaussures. Elle avait l'air différente, fatiguée, humble. Elle ne portait pas de vêtements de marque, elle portait un jean et un t-shirt. Mais c'est mon premier salaire. Je veux commencer à te rembourser. Je regardais l'argent. C'était une goutte d'eau dans l'océan de ce que j'avais dépensé, mais le geste était monumental. Merci, dis-je. J'ai été horrible, dit-elle, les larmes montant à ses yeux. J'étais si peu sûr de moi et il s'en est nourri. Je t'ai traité comme de la saleté, et tu étais la seule à me soutenir. Oui, tu l'as fait, dis-je. Et oui, je l'étais. Nous ne sommes pas redevenus les meilleurs amis du monde. Pas encore. La confiance prend des années à se construire et quelques secondes à se briser, et nous sommes encore en phase de construction. Mais elle apprend la valeur d'un euro et, plus important encore, la valeur de la loyauté. Quant à Julien, ma vérification d'antécédents n'était pas juste pour la forme. J'ai transmis les informations sur ces faux investissements à la DGCCRF. Aux dernières nouvelles, il faisait face à des accusations de sollicitation d'investissement sans licence et de fraude. Il ne vivait pas dans un penthouse, il regardait probablement vers une cellule. Et moi? J'ai finalement quitté le bistrot. Avec Camille hors de ma charge financière, mes revenus de designer étaient plus que suffisants pour subvenir à mes besoins. J'ai déménagé dans un appartement plus agréable, un avec un balcon et sans tache d'humidité. J'ai commencé à prendre mes week-ends. J'ai commencé à sortir avec des gens. Je me suis acheté une nouvelle robe. Pas pour une fête, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. Parfois, le meilleur investissement